Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Freelance Stories, donc le podcast où on interviewe les meilleurs freelances qu'on croise. Et aujourd'hui on est avec Nicolas. Comment tu vas Nico? Salut, ça va très bien et toi? Ah bah nickel, très content de t'avoir ici. Et surtout aujourd'hui voilà, on a quand même quelqu'un de taille. Il a un parcours ultra inspirant en tant que freelance. Il était développeur du coup à 800 euros par mois au démarrage, donc un peu en galère à trouver des missions, etc. Et maintenant il a plus de 10 000 euros par mois, donc tout simplement voilà, très établi, ultra stable, pas mal de missions en parallèle, etc. Et surtout moi ce que j'admire beaucoup c'est que tu lances un business par mois. Donc là t'es ultra diversifié, t'as pas mal de petits investissements, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels j'ai beaucoup envie qu'on s'attarde et qu'on parle aujourd'hui. Donc écoute, si tu veux, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, bien sûr, et après on creusera au fur et à mesure. Carrément. Ouais, bien sûr. Déjà, pour commencer, moi j'ai pris le parcours un peu le plus difficile, parce que peu de gens le savent, mais j'ai fait un parcours de reconversion. De base, étudiant en architecture, et à la fin de mes études, j'ai rencontré un développeur qui m'a donné envie, un peu le goût de découvrir ce monde du code. Et j'ai commencé un peu à apprendre ça pendant mes études d'architecture, et à la fin, j'ai complètement laissé tomber mes études d'archi pour me lancer. J'ai enchaîné 2 bootcamps de développement web. Suite de ça, j'ai cherché un premier CDI, mais je suis arrivé la même semaine que le Covid. Ok, Autant te dire que les entreprises ne recrutaient plus, que je suis arrivé au pire moment. Euh, mais c'est du coup à ce moment-là, j'ai aussi ouvert une auto-entreprise et en même temps de chercher du CDI, j'ai fait une première mission. Effectivement, comme tu l'as dit, sur les 9 premiers mois, j'ai lissé sur ces 9 mois, j'ai gagné à peu près 800 euros par mois. Donc, ouais, c'était un peu la douche froide, c'était un peu compliqué au début. Et ensuite, j'ai eu un premier CDI où là, j'ai accumulé un maximum d'expérience. J'en ai eu un second dans un environnement startup, plus spécialisé sur le développement mobile. Là, je me suis vraiment pris de passion sur le développement d'applications mobiles, notamment sur React Native. Et surtout, cette boîte proposait du full remote. Donc, en parallèle, j'ai découvert un peu les joies du full remote, de pouvoir bosser en Espagne, en Indonésie aussi notamment. Voilà, puis après, je suis en freelance à mon compte depuis 2 ans. ok, trop bien. Et j'ai l'impression que ça te plaît plutôt pas mal là. Ça me plaît bien, et puis j'essaie de lancer des petits business aussi à côté, ouais, exactement. Trop bien. Bon, ça, on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Et sur tes débuts, justement, je voulais revenir là-dessus. Donc ouais, t'as fait un petit switch de architecte à dev. Alors déjà, trop bien que t'aies trouvé un peu ta voie, même s'il n'y a pas de moment particulier pour le trouver, autant le faire dès qu'on a l'occasion. Du coup, un petit bootcamp, etc. Est-ce que tu penses que le diplôme, entre guillemets, d'un ingénieur ou d'un quelque chose comme ça qui t'aurait permis de te booster un peu plus au démarrage, tu penses que voilà, il t'aurait un peu changé la vie là-dessus? Ou en soi, voilà, tout le monde peut réussir, peu importe la discipline, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, on va dire. Euh, alors, j'ai surtout parlé en tant que développeur, hein, pour rester pour les développeurs. Je pense que le diplôme, ça donne peut-être un tout petit boost au début, juste pour choper ton premier CDI, accumuler de l'expérience et ensuite te lancer. Mais mis à part ça, franchement, enfin, on me l'a jamais demandé. J'ai d'autres amis qui ont fait des bootcamps, qui ont fait des grandes écoles d'ingé, qui ont différents parcours en DUT, en master. On leur a jamais demandé un diplôme. Je dirais que c'est la beauté du métier de développeur. C'est ce qu'on veut voir, c'est tes compétences. On t'embauche pour tes compétences encore plus quand t'es freelance. Ouais, carrément d'accord. Bon, c'est évidemment vrai pour les devs et pour pas mal d'autres petites spécialités. La data, c'est pareil, hein, bien sûr, tant que tu Ouais. montres que tu sais faire des choses, les gens, ils veulent juste voir ce que tu sais faire et pas, voilà, par quel parcours t'es passé. Voilà, c'est vraiment pas ce qui est important. Mais ouais, totalement d'accord, évidemment. Le diplôme, c'est un petit boost au démarrage, c'est une confirmation. Mais j'ai jamais montré mon diplôme à personne. Et à part sur le CV, ouais, bon, personne ne sait que j'ai fait telle ou telle école. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en data, enfin, en analyse de données comme je fais, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'écoles d'ingé, et du coup, quand dans une équipe, on me dit, voilà, d'où tu viens, etc., en général, les gens sont surpris du fait que je sois passé par ingénieur. Donc, en vrai, voilà, tous les chemins mènent à Rome, en tant que Ouais. tu sais là où tu veux aller, franchement, c'est tout bénef. Donc, autant, ouais, Ah, foncer. t'es un bon exemple. C'est que t'as fait une école d'ingé pour tenter dans la data. Ce qui compte, c'est tes compétences et au fil du temps, ça va être tes expériences. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Tu fais un petit mix exactement de tes expériences, si tu as fait des formations en ligne, quoi que ce soit. Dès que tu t'intéresses à quelque chose, Mm. forcément, ça vient un peu compléter ta palette de compétences. Donc ouais, totalement d'accord.
Et du coup, une fois que tu t'es senti prêt, donc tu as cherché un CDI plutôt pour assurer le coup, on va dire, pour commencer En stable. fait, au tout début même, je cherchais pas de freelance parce que je connaissais pas la suite des bootcamps. Je savais pas en fait tout ce que ça apportait. Donc de base, je voulais un CDI. Tout de suite après le bootcamp, je cherchais un CDI. C'est juste que je suis arrivé au moment du Covid et c'était encore plus difficile pour quelqu'un de reconverti pendant le Covid de trouver un CDI. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise, j'ai fait du freelance à côté à ce moment-là. Et au bout de 9 mois, ouais, j'ai eu mon premier CDI dans une agence web. On était une vingtaine, petite vingtaine. Et là, l'idée, c'était vraiment accumuler un maximum d'expérience. J'allais voir le dev senior, j'allais l'embêter un peu tous les jours ou d'autres collègues pour poser plein de questions. Vraiment, même je restais plus, je faisais des heures sup, mais pour apprendre, pour accumuler un maximum d'expérience, c'était le plus important pour moi. Ouais, bah, c'est trop bien. Je t'avoue que j'ai fait un peu pareil. Alors, moi, c'était en stage, du coup, stage de fin d'études. Vraiment, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, etc. Enfin, je m'imprégnais à fond de tous les, justement, les gens qui étaient en freelance à ce moment-là et qui vraiment me paraissaient, mais enfin, ça me paraissait délirant leur statut. Voilà, tout était ultra bénéfique. J'ai essayé de Mm. prendre le max et effectivement, quand je suis parti, du coup, je savais que je voulais faire freelance direct. Ça, il y avait pas de sujet à ce niveau-là. Et toi, du coup, à la Ok. transition d'un freelance, donc, t'as quand même trouvé, tu m'as dit, un CDI après Ouais, qui permettait voilà le côté remote, etc. Donc voilà, c'est quand même déjà un très bon pas dans ce style-là. c'est Est-ce ça. que t'es satisfait à ce moment-là de toute façon de ce CDI? Oui, en fait, à chaque fois que j'ai changé, soit de statut, soit de boîte, c'était toujours pour améliorer, enfin, le cadre de vie global. Premier CDI, c'était accumuler de l'expérience et avoir quelque chose de stable. Le deuxième, ça a été un an après. Je suis resté un an dans le premier, un an dans le second. Le deuxième, c'était parce que il y avait une toute petite augmentation, mais j'ai gagné quoi, 200 euros en plus par mois. Donc c'était bien, hein, mais c'était pas grand-chose. J'étais à moins de 2000 euros par mois net à ce moment-là. Mais c'était du full remote et c'était une start-up où on faisait que des applis mobiles. Et là, c'était un bonheur. J'étais le premier employé de cette boîte qui s'appelle Azot, que je recommande. Les deux cofondateurs, ils sont géniaux. Le concept de la boîte, c'était que des développeurs. Pas de commerciaux, pas de RH, juste des devs, des passionnés. On mange code le matin, on fait du code la journée, on parle code le soir. Et là, c'était vraiment, c'était génial. J'étais entouré de passionnés. C'est eux d'ailleurs qui m'ont appris tout ce qui était clean architecture, TDD, qui m'ont enseigné au début à ce moment-là. Et oui, moi, ce que j'ai recherché, c'était l'avantage du full remote. Donc, j'ai eu deux expériences avec eux. J'ai fait un mois à Marbella. Ok. J'avais loué au sud de l'Espagne, en Andalousie. J'avais loué une maison là-bas et j'étais en mission pour un client à Paris. En gros, cette boîte, elle te met chez des clients pour les petites missions et toi, tu es en interne chez eux. Ouais, Un peu comme une ESN, mais, euh, mais à petite échelle. ouais, très bien. Euh, ouais. Donc j'ai vécu cette première expérience de full remote, de pouvoir comprendre, voir, mais le vivre en fait. Parce qu'on me disait, oui, tu verras, Dev, tu peux bosser d'où tu veux, il te faut la Wi-Fi et ton ordi. Sauf que là, je l'ai vraiment fait. J'étais dans le jardin, j'avais la mer à 15 minutes à pied. J'étais au sud de l'Espagne et j'ai fait un mois et demi là-bas où je pouvais bosser, aller à la mer le soir après le boulot. Et là, c'est un Ah, vrai kiff. ça c'est trop Ouais. bien. Et ta deuxième expérience du coup en tant que digital Ouais. nomade, si on peut dire? C'était en Indonésie. Là, pour le coup, je suis parti un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi sur l'île de Bali. Ok. Donc là, on a fait, pour ceux qui connaissent, j'ai fait un mois à Amed. C'est un petit village de pêcheurs qui est dans le nord-est de Bali. Euh, c'est tout petit. T'as une seule rue dans le village et c'est fini. C'est, Ouais, c'était vraiment très isolé quoi. très isolé. C'était très isolé, oui. Clairement, mais là, c'était un cadre magnifique. Et après, on a fait un mois à Canggu, qui est la grande ville où là, pour le coup, il y a beaucoup de digital nomades. Ouais. C'est même très européen là-bas. Ceux qui veulent un peu plus de dépaysement, je conseille Ahmed. Et pour ceux qui veulent leur faire leur réseau digital nomade, Canggu, c'est super. Ouais, trop bien. Ça, j'avoue que ça fait quand même pas mal rêver. Même moi qui ouais, fait freelance depuis 6 ans, évidemment que tout le monde m'en parle du fait de vas-y, pars un peu à l'étranger, etc. T'auras des missions dans tous les cas en full remote. C'est Ouais. clair que ça fait rêver. C'est vrai que j'ai un peu moins de propositions en full remote en ce moment.
Donc peut-être qu'effectivement la tactique c'est de commencer une mission en hybride et ensuite négocier au fur et à mesure, etc. En fonction des clients, des propositions, t'as peut-être moyen de faire ça. Totalement. Ouais, je pense que c'est quand même plutôt la strat. Évidemment que ça paraît quand même assez paradisiaque, hein, certaines destinations. Enfin, t'as évoqué Bali, pour le coup en général ça fait plutôt vacances, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de digital nomades qui vont là-bas. La Thaïlande évidemment dans le même style. Marbella, alors pour le coup j'ai pareil une copine qui allait à Tenerife pendant 5 mois. Donc voilà, pour le coup il y a des très belles destinations à faire. Et évidemment la question c'est est-ce que tu aurais un peu des avantages et inconvénients de ce style de vie? Parce que pour le coup typiquement dans les avantages on les voit bien, hein. Bien sûr il y a la météo dans les dans les coins paradisiaques, il y a la plage juste à côté, etc. Ça c'est quand même top. Par contre il y a aussi forcément des inconvénients, type décalage horaire. Si t'es un peu trop loin, bah forcément ça peut contraindre certaines missions en fonction du timing, etc. Tu peux être loin de ta famille, ce genre de choses. Enfin, comment tu vois les choses là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, quand on dit ça, tiens, je bosse depuis l'Indonésie et j'ai mon client qui est en France, euh, je suis digital nomade, ouais, ça fait rêver, mais on voit pas le côté négatif. Ben, je pense que le mieux, ça va être, pour t'exprimer ça, je vais te raconter un peu une journée type de ce que je Ouais. faisais, et puis après, je vais te dire aussi sur 2 mois les avantages et inconvénients sur la durée. Euh, une journée type, moi, ça a commencé je me levais vers 6h30, 7h. Et souvent, au moins une fois par semaine, j'étais avec ma femme. On était parti en Indonésie avec ma femme. Le matin, on allait faire de la plongée. Donc moi, j'allais faire. Souvent, on faisait 2 plongées, vers 8h et une vers 10h. Euh, je me souviens d'une journée où le matin, on avait pu nager. J'avais le PADI 1, donc tu descends à peu près à 20 mètres. Tu peux aller plus bas. Et à 20 mètres, on a vu des petites tortues, on a vu des coraux, des poissons. C'était magnifique. Donc, on a fait ça. À midi, donc ça, c'était à Ahmed. Des plongées à Med. Le spot s'appelle Pyramide pour ceux si jamais vous voulez aller plonger là-bas. Et après, l'idée c'est, enfin, tu vis. Ouais, non, j'ai oublié déjà le matin. Le matin, en fait, nous on avait loué une petite chambre. On avait un petit bureau. C'était genre il y avait une dizaine de petites maisons avec une piscine commune. Le matin, tu te lèves, tu vas dire bonjour au staff et tu peux commander ton petit déj. Ils te l'apportent le temps que tu fasses un petit plouf ou que tu prennes ta Ouais. douche et ils te déposent ça sur ta terrasse, ton petit déj. Ça, c'est très très cool. Après, on allait plonger, au moins une journée par semaine. On faisait ça le Ouais. matin, 2 plongées, 8h, 10h. Et à midi, on revenait des plongées, on allait déjeuner. Là-bas, en fait, limite, ça coûte plus cher de cuisiner, d'acheter Oui, tes ingrédients au supermarché et de cuisiner, que d'aller au resto. ouais. Le Si tu... pouvoir d'achat, ouais, c'est totalement différent, t'as raison. Ouais, j'avais fait Complètement. Malaisie, etc. Ouais, c'est quelque chose. Enfin, tu payes 2 euros pour ton repas dans la rue, à un C'est McDo, ça, etc. Donc en fait, c'est bah, ça. tu n'as plus à faire par toi-même, quoi. Bah ouais, c'est l'avantage, ouais, Asie du Sud-Est, c'est exactement ça. Donc, surtout dans les restos locaux, où pour le coup, tu peux manger pour 2-3 euros. T'as un menu même, hein. Boisson, repas, dessert. Non, Donc, on mais faisait là, pour le ça. coup, tu triches. Tu dis que les points positifs. Maintenant, Là, c'est les points parlons au positifs. boulot un peu. Est-ce que tu arrives à travailler après tout ça? Ouais, bien sûr. Et c'est ça le truc, c'est qu'après, moi, j'étais en décalage horaire. À Bali, il y avait 6 heures de décalage horaire avec Ouais. l'équipe à Paris. Moi, ensuite, je commençais à bosser à 14 heures. Euh, je faisais 14 heures, 1 heure du mat pour le bosser. Ok. Ok. Je faisais belle journée. Donc ça, ouais, Ouais. la, C'est la bien, journée c'est fait. commence bien, mais la Ouais, journée est longue. Je me levais à ok. 6h30, je me couchais à 1 heure du mat. Donc tu dors sur le long terme, tu fatigues un peu. Ouais. Même si le matin est paradisiaque, le midi tu te fais un petit resto. Si le resto est au bord de la plage, tu peux de nouveau aller te baigner. Mais à 14 heures, c'est bon, tu commençais tes premières visios. 14 heures de mémoire, c'est à peu près c'est 8 heures du mat, je crois, 8 ou 9 heures du Oui, mat en c'est France. possible. T'as Ouais. 6 heures de décalage horaire. À 8 heures. Donc je faisais 14 heures jusqu'à 20 heures. 20 heures, moi je faisais, enfin ou 19 heures, je faisais une pause déj de 1 heure. Enfin moi j'allais dîner, mais c'était le déjeuner en France. Moi j'allais dîner et après je me remettais, je prenais 1 heure et après je rebossais de 20 heures, 21 heures jusqu'à 1 heure du mat. Euh, Là pour le coup, ouais, c'est fatigant, surtout que quand tu es à Bali, le soleil se couche très tôt. Vers 6h, 6h30, il fait nuit. À 6h30, c'est le coucher de soleil, il fait nuit. Ok. Donc tu bosses beaucoup Ah oui, plus tu de bosses nuit 5 en fait. heures. Ouais, ok. Tu bosses plus la nuit que le jour.
Et c'est très bizarre quand tout le monde va se coucher, les autres ils sont au bar, toi tu bosses. Moi, ma femme elle est rentrée, elle allait se coucher vers 23h et moi je continue à bosser et t'es dans le noir, t'as que l'écran de ton ordi jusqu'à 1h du mat. Ouais. Et c'est un peu fatigant. Euh, un autre point négatif, c'était à Ahmed, il n'y avait pas une super connexion internet et du coup des meetings qui se passaient peut-être où je captais pas très bien. Moi, ça me stressait. En plus, à l'époque, j'étais un peu responsable on était deux pour bosser sur une appli mobile pour le client. Et fallait que ça sorte. On avait des choses, on avait pas mal de boulot. Donc c'était quand même des bonnes journées. Tu bosses beaucoup et en fait, au final, tu accumules un peu de fatigue, hein, un peu de stress quand même. On Ouais, c'est dirait pour ça pas, que mais c'est tu pas peux. des années non plus, quoi. En tout cas, pas dans la même mission, pas dans les mêmes conditions, je pense. Ouais, moi, les points négatifs, vraiment, si je résume, ça a été le décalage horaire, bosser de 14h à 1h du mat, et ça a été la connexion Internet qui est ouais, sur certains coins de l'île. Faut aller à Canggu, faut aller dans des coworking où tu as une super connexion. Peut-être pas dans un petit village de pêcheurs où Ouais, la connexion est moins bonne. ouais, totalement. C'était pour l'immersion, ça. Tu voulais commencer par une petite immersion, et après, t'es parti Ouais, sur un peu plus sérieux en termes de connexion. Non, mais ouais, c'est c'est clair. ça. Enfin, je pense que t'as très bien résumé. Encore, t'avais ta femme avec toi, du coup, ça, c'est un gros avantage. Parce que Ouais, forcément, bah, il y a pas mal de gens qui se posent la question, mais qui, bah, peuvent pas, tout simplement parce que oui, j'ai de la famille, j'ai ma copine, mon copain, etc., qui restent sur Paris. Donc, bah, ça bloque un petit peu, c'est sûr. On va pas aller se faire de l'avion toutes les 2 semaines. Donc, ouais, forcément, ça peut être un gros élément bloquant. Et comme tu l'as dit, évidemment, il y a le côté de trouver une mission en remote d'une part, euh, et s'adapter un peu en termes de décalage horaire. Et encore, enfin, bien sûr, si tu es à ton compte et que tu fais toi-même bah, les horaires que tu veux, flexibles, etc., je pense que tu peux un peu te débrouiller là-dessus, même si tu as quand même besoin des fois d'être présent, je pense, à des horaires un peu clés. Mais sinon, ouais, c'est sûr, mm, quand tu es en mission de consulting pur, ou enfin, développeur, etc., ça rentre là-dedans également. Quand tu es au service d'une boîte, on va dire, c'est sûr que tu dois quand même forcément t'adapter. Donc voilà, il y a des contraintes, ça c'est peut pas ça. être tout beau non plus. Exactement, ouais, c'est ça. Et encore une fois, comme tu dis, ouais, pour trouver ces missions-là, soit tu as la chance de trouver une mission full remote, mais c'est de plus en plus rare. Euh, le mieux, c'est oui, comme tu l'as dit, c'est t'as une mission en hybride, tu fais tes preuves. L'idée, c'est quand même toujours de rassurer le client. C'est de faire tes preuves, tu fais ton boulot, tu fais même plus que ce qu'il te demande en fait. Tu vas faire ton boulot. Le matin, tu vas te connecter plus tôt pour boire ton café, relire tes PR de code. Tu vas prendre 1 heure en plus pour aider quelqu'un en interne à débugger un projet. Et l'idée, c'est qu'en faisant plus que ce qu'on attend de toi, tu vas gagner la confiance du client. Et là, tu vas pouvoir le dire. Moi, je sais que j'ai contacté le cofondateur et je lui dis, voilà, j'ai ce rêve depuis quelques années de pouvoir faire mon boulot à l'autre bout du monde, en Indonésie. Est-ce que tu es OK? Et il m'a dit, écoute, c'est une super idée. Je trouve ça génial. Je t'encourage. Par contre, faut pas que ça euh, bloque l'avancée du projet. Donc, tu te mets sur les horaires françaises. Et voilà. C'est pour ça que moi j'étais en décalage horaire. Je bossais de 14h à 1h du mat. Ouais, tu t'adaptes, forcément, bien sûr. Enfin, faut faire des Mm. concessions un peu des deux côtés, donc franchement, Oui, oui, faut être ouvert d'esprit. Ils font des concessions, le client fait une concession pour toi, t'en fais aussi. Voilà, carrément. clairement. Non, mais c'est très bien résumé. Et du coup, voilà, avant de partir un peu sur tous tes petits projets, tes business en parallèle qui, voilà, me paraissent quand même super intéressants, je voulais revenir un peu sur bah, tes débuts sur LinkedIn, parce que je pense qu'on s'est lancé presque en même temps, j'ai envie de dire. Et du coup, alors ouais, t'as eu une ascension quand même plutôt sympa. Je vais pas dire fulgurante, parce que là, tu vas t'enflammer. Mais non, mais Ouais, pour le coup, c'est vraiment assez impressionnant. Donc ouais, t'as pris forcément beaucoup d'abonnés en une période assez courte, mais surtout, bah, t'es ultra enfin, régulier bien sûr dans tes contenus, c'est ultra pertinent, t'as tes petites enfin, ton côté un peu automatisé j'imagine, etc. Voilà, d'une part pourquoi tu t'es lancé sur LinkedIn et comment ça se passe, qu'est-ce que tu vois derrière tout ça. ouais. Ben moi je me suis lancé en décembre 2023. Ouais, tout pareil. Donc là ça fait 7 mois. Ok, bah ouais, on a commencé en même temps. L'idée c'était quoi en gros? Donc en 2023, j'ai fait 9 mois de mission pour rentrer du cash et après j'ai pris 3 mois de vacances. Euh, Pendant mes 3 mois de vacances, je me suis fait plaisir, mais j'ai aussi pensé à des petits projets, des petits SaaS, des petits business que je pouvais lancer. C'était pas trop des vacances, mais j'avais du temps libre pour penser à des projets. J'avais envie de lancer un SaaS et j'ai vu Marc Lou qui lançait Shipfast, un SaaS qui justement une landing, justement pour aider à lancer justement des landing pages, des SaaS. Et je me suis dit, putain, mais c'est intéressant, il faisait du building public, ça marchait bien, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. J'ai une idée de SaaS, je veux la lancer.
mais il faut que il faut que j'en parle sur les réseaux, il faut que je fasse du build and public, parce que pour le moment, j'ai rien, j'ai pas encore de produit, j'ai juste une idée, j'ai pas de communauté, je suis invisible sur les réseaux, donc fallait que je fasse ça. Donc en décembre, j'ai commencé à me dire, je fais un post par semaine. Ensuite, je suis vite rapide, je suis vite passé à 3 posts par semaine, pardon. Et ensuite 5 posts par semaine. Et là, je suis à 5 posts par semaine tout le temps, vraiment régulier. Donc j'ai fait ça en janvier. Du coup, j'ai lancé ce premier SaaS via LinkedIn. Ouais, bah, c'est là que je t'ai repéré, on va dire. J'ai Ouais, commencé à te suivre et bon, maintenant, je pense que je te balance pas mal de likes, hein, vu que ta fréquence de posts. Je merci. distribue un maximum. Non, mais ouais, du coup, c'est ultra stylé, hein, pour le coup. T'es quoi, 8000 abonnés, non, quelque chose comme ça? Enfin, j'ai plus les Je stats, suis mais. à euh, 12 000, ouais. Oui, non, pardon, ok, totalement Ouais. déconnecté. Je me suis arrêté en cours de route, ouais. Ah oui, non, bon, ça a explosé. Et en décembre, pour donner une idée, j'étais un peu plus de 1000 abonnés. Ouais, voilà. Oh la vache. Ah non, Ouais. c'est ultra stylé. Bon, pour le coup, c'est inspirant. Je pense que ça va être motivant si les gens hésitent à se lancer. Voilà. Ça vaut le coup, je pense. Mm. Moi, j'avoue, pas assez assidu, donc je préfère me focus sur les vidéos YouTube et LinkedIn, je fais ça un petit peu trop à côté, donc faudrait que je me motive un peu Ouais. là-dessus. Mais ouais, non, c'est trop bien. Et en plus, du coup, comme tu dis, ça te motive, je pense, encore plus avec le building public, etc., à continuer dans ta démarche, à justement aller au bout de tes idées. Parce qu'entre guillemets, une fois que tu l'as dit sur LinkedIn, tu t'es un peu engagé justement à aller jusqu'au bout de ces idées-là. Exactement. Donc ça a Exactement. dû bien te booster ouais, pour ton premier. Bah, on peut engager le sujet du coup, mais ton premier SaaS, du coup, Ouais. ça a dû t'aider. C'est ça. Du coup, j'ai eu l'idée en décembre. J'ai commencé à faire un petit réseau sur LinkedIn en décembre, enfin à poster, à faire un réseau juste à poster. Et en janvier, j'ai annoncé ce défi que je me lançais à moi-même. Et le fait, comme tu l'as dit, euh, de le dire devant tout le monde un peu, bah t'as la pression et tu te dis bah attends, on m'attend derrière. Je vais un peu avoir l'air d'un con si il se passe rien dans 30 jours. Donc il faut que je sorte quelque chose et ça te motive à bosser. Euh, le défi, moi, c'était de créer un SaaS en 30 jours. Ouais. De tout faire. La landing page, le projet, le front, le back, le marketing, la communication. Sachant que moi je suis dev, donc tout ce qui est front, back, je sais faire, mais la partie marketing, communication, même support client, après ça va venir plus tard, c'était une notion que je ne connaissais même pas. Je ne Ouais. savais pas ce que voulait dire marketing il y a 6 mois. Donc je prenais des livres en même temps, je lisais, je faisais des posts sur LinkedIn. Toutes les semaines, je faisais une avancée de bah, tiens, j'en suis à là, dans 2 semaines, je fais ça. Là, je branche l'API, là, je fais ça. Et le fait d'en parler, tu vois, par exemple, ça m'a aidé parce que de un, ça m'engageait. Et de deux, j'ai pu rencontrer, par exemple, une designeuse qui m'a rejoint sur ce projet. Euh, donc gratuitement en plus. Elle m'a aidé sur son temps libre parce qu'elle y voyait un intérêt, un côté créatif. Donc Ouais. ça m'a énormément aidé. Ouais. Et le SaaS est sorti au bout de 30 jours. Donc j'ai fait le lancement et en plus ce qui est bien c'est que j'ai eu un énorme pic. Je crois le premier jour j'ai eu 200 utilisateurs qui sont allés voir le site. Euh, donc le SaaS sur ma landing page. Parce que justement ça faisait un mois que je teasais, que je disais voilà je vais créer un SaaS. Là j'en suis à là il reste 2 semaines. Ça va bientôt sortir. J-2, dans 24 heures ça sort. Et le fait de faire un teasing, et ben moi j'ai eu mon plus gros pic d'utilisateurs c'était ce jour-là. Ce qui m'a permis, le jour où le site est sorti et que je l'ai annoncé sur LinkedIn, 3 heures après, avoir ma première notification Stripe et ma première vente. Ouais. Ah oui, ça donne fait plaisir. Clairement, je pense que, évidemment, enfin, c'est pas celle-là qui va changer ta vie, mais d'une Ouais, part, bah, ça valide ton concept et t'es super content de te dire que t'as pas fait ça pour rien. Qu'il y a au exactement. moins un heureux qui a pu en profiter. Et surtout, ouais, c'est trop satisfaisant. Enfin, par rapport, on en parlait un petit peu en off, mais par Ouais, rapport à justement une facture un peu classique d'un freelance qui facture tous les mois au même client et qui sait entre guillemets à l'avance combien il va gagner. Là, c'est la petite surprise qui est quand même super sympa. Moi, voilà, l'équivalent, c'était pour de l'affiliation, par exemple, où j'avais déjà eu des petites notifs comme ça, par-ci, par-là, de gens qui souscrivaient à tel ou tel abonnement via mon lien. Et du coup, hop, tu reçois un petit cadeau de l'entreprise en question. Et évidemment, voilà, ça peut être 10, 20, 50 euros. Mais c'est un truc où tu te dis, ah, cool, je l'ai pas fait pour rien. Ça vaut le coup. Peut-être qu'il y a moyen de le développer encore plus par la suite. Parce que, évidemment, une fois que tu as goûté, tu as envie de voir si ça peut se développer de plus en plus. Et du coup, ouais, jusqu'où t'es allé avec tout ça? Mm. Bah, c'est ça, tu l'as bien dit en tout cas, tu l'as résumé, hein, c'est ça, tu l'as déjà vécu. Ouais, c'est une sensation dingue. Bah, je suis pas allé
très loin, hein. Après, il y a eu un premier pic où j'ai eu des premiers utilisateurs le premier mois, le second mois aussi. Ensuite, ça a chuté parce que je me suis mis sur d'autres choses. J'ai arrêté un peu d'en faire de la pub. Je le mets Ouais. juste en signature de mes posts LinkedIn à la fin, où je mets le lien du SaaS. D'ailleurs, j'ai oublié de dire son nom, c'est Mobile Challenges, Oui, bien sûr. mobilechallenges.io, pour ceux qui veulent aller voir. Euh, Il y aura un et en petit gros, lien en description, évidemment. Si vous progressez sur les devs mobiles, on aura ce exactement, qu'il faut en description, bien sûr. exactement. En une phrase, en gros, c'est une plateforme qui est justement plus orientée développeurs juniors à créer des applications mobiles via des petits challenges. Un challenge, par exemple, ça va être créer une page de login, créer un formulaire, créer une modale sur une app mobile. Donc tout le design, toutes les infos, des textes, les couleurs, les typos, tout est fourni. Et après, tu peux dev sur le code de ton choix. Exactement. Donc j'ai fait des écoute, j'ai eu les on va parler par les chiffres, hein, on va être transparent. Vas-y, Le balance. pre... ça va pas être grandiose, hein, mais c'est une satisfaction. Le premier mois, j'ai fait 100 euros. Le deuxième mois, j'ai fait 100 euros. Les mois d'après, il n'y avait plus rien. Et là, c'est ressorti. J'ai eu un autre client, mais qui est venu tout seul pour le coup. J'ai pas fait de pub, pas de marketing. Ouais. J'ai gagné 50 euros là il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. Non, mais évidemment que le taux horaire par rapport à ce que ça t'a pris en termes de travail, etc., on est bien d'accord que c'est pas ultra rentable. Mais je pense Ouais. que l'expérience en valait clairement la chandelle. T'as appris effectivement tout le côté marketing sur LinkedIn, machin, alors que moi je ne connais pas encore assez bien, hein, pour être honnête. Mais voilà, Mm. bien sûr, faut s'entraîner et faut le faire pour vraiment comprendre les rouages, etc. Je pense qu'il y a que en postant vraiment un truc de vente que tu te rends compte de l'impact. C'est Mais ça. du coup, être trop content, effectivement, et bravo déjà d'être allé au bout de ce petit challenge en 30 jours, parce que je pense qu'il y a pas mal Ouais. qui ont abandonné en route. Donc, trop cool. Félicitations Ouais. là-dessus. Merci. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai il faut le Ouais. dire, c'est quand même une Oui. satisfaction. Et au moins, j'ai fait quelques ventes et en fait, la satisfaction, c'est de dire 30 jours avant, j'avais juste une idée dans ma tête. 30 jours après, c'est physique, c'est en ligne, c'est là, j'ai des clients et ça me rapporte de l'argent. Et de me dire que, toi, cette étape en 30 jours, elle est ultra satisfaisante. C'est plus satisfaisant que quand tu factures un client 10 000 euros pour tes prestats de service parce que là, c'est pas pareil, tu as créé quelque chose de zéro. Ouais, c'est Voilà. ça. Et surtout, enfin, des gens que tu ne connaissais pas, etc. Donc, Oui, tu sais, t'as justement c'est une bonne surprise, en fait. Justement, tu t'y attends pas. Alors que freelance, évidemment, tu peux calculer à l'avance ton chiffre d'affaires sur le mois et tout ça. Donc, il y a pas de grosse surprise, hein. Évidemment, t'es ultra oui, satisfait parce que tu prends une bonne rémunération. Mais c'est oui, vrai que même une rémunération, pardon, plus faible, mais qui est vraiment, voilà, liée à un travail que tu ne pensais pas pouvoir fournir il y a un mois, c'est quand même très stylé, je trouve. Mais, c'est donc ça. voilà. Très belle perf. En tout cas, ouais, pour le coup, tes chiffres t'ont pas du tout démotivé pour le reste, hein, parce que comme on se l'est dit, t'es parti sur un challenge, donc un nouveau business par mois. Donc là, Oui, effectivement, il y a eu le SaaS en début d'année. Et là, tu as déjà prévu pas mal de petites choses. Bon, tu en as parlé en off, on va peut-être pas tous les aborder, parce qu'il y a encore des petits projets secrets. Mais notamment, tu m'as parlé de l'apport d'affaires. Donc ça, qui est une autre démarche qui n'est pas encore abordée d'ailleurs sur YouTube. Donc ça peut être ultra intéressant d'en parler, tout simplement. Enfin, alors je te laisse donner un peu la définition si tu veux, et comment tu as eu l'idée de faire ça, et comment tu mets en pratique, tout simplement. bien sûr. Bah, juste avant d'expliquer l'apport d'affaires, déjà, ouais, je vais pitcher, ouais, exactement. Là, cette année 2024, je me suis dit que je lancerais un business chaque mois. L'idée, c'est d'ouvrir un éventail, de tester plein de choses différentes, voir ce qui marche pas. Et à la fin de l'année prochaine, c'est écrémer, vraiment virer ce qui prend trop de temps ou qui fonctionne pas et se focaliser sur ce qui aura vraiment fonctionné et qui prend le moins de temps, qui rapporte le plus de cash. Voilà pour ça. Et ensuite, pour l'apport Une très belle d'affaires, parenthèse. Une très belle parenthèse. Et en vrai, c'est pareil, ultra inspirant. Je pense que, évidemment, que c'est la meilleure démarche parce que ta première idée sera pas la meilleure forcément. ouais, Donc, autant avoir plusieurs tentatives. Alors, pas en simultané, parce que si tu perds un peu, on va dire, de ta concentration, si t'es pas focus sur une seule idée, etc., elle a quand même peu de chances d'aller au bout. Mais si tu les c'est fais ça. une par une et que quand on a fini une, vraiment, tu te dis, OK, bon, celle-là, j'y suis allé, ça a pas marché, hop, j'ai épuisé un peu mon quota, je passe à une autre qui paraît peut-être plus ambitieuse. Je Mm. pense que c'est la strat, ouais, clairement. C'est exactement ça. Ouais, les faire une par une. Et celles qui peuvent continuer en automatique, tu le fais ou qui te prennent peu de temps. Ouais, voilà. Sinon, les autres, c'est t'abandonnes, mais juste tu testes. C'est vraiment itérer, itérer et recommencer. Et en fait, tu apprends énormément. Tu vois, le SaaS, je sais que j'ai prévu d'en refaire un. J'en ai un qui est déjà en cours. Ok. Euh, mais euh, mais tu vois, il y a des choses que je ferais totalement différemment. En tant que dev, on se dit 90% ça va être le code. Non,
90% c'est de la communication, du marketing. Les 10% c'est ton produit. Vraiment, je Ouais, mettrais tellement plus l'accent, continuerai à me former sur le marketing. C'est tellement plus important. Ouais. c'est clair, totalement d'accord. On revient sur l'apport d'affaires, désolé, j'ai bifurqué. Pas de Euh, souci. l'apport d'affaires, en gros, c'est très simple. Tu mets en relation des entreprises avec un freelance et tu prends une commission, soit côté entreprise, soit côté freelance. Du coup, tu es rémunéré pour ce travail de mise en relation. Ouais, Euh, totalement. C'est qu'en voilà, en gros, quand toi, t'es occupé plus ou moins, ou que tu ne sens pas cette mission-là, ou t'as pas le temps, quoi que ce soit, tu te dis, ok, pas de souci, moi je suis pas dispo, mais j'ai quelqu'un qui correspond. Et du coup, voilà, si t'as le freelance idéal et que tu le mets en relation directe, bah forcément tu prends une commission parce que tu leur as fait gagner un temps assez monstrueux. Donc ouais, non, totalement. Donc ça, évidemment, c'est le concept de base. exactement. Et tout le monde peut se dire, ah bah super simple, trop bien, je vais prendre des commissions en automatique. Bon, évidemment, c'est pas si simple, hein. Il y a quand même voilà tout le côté démarchage, d'aller trouver bah, justement la bonne personne pour une mission, Mm. d'aller trouver évidemment la mission en amont parce qu'elle va pas tomber du ciel, hein. Normalement, c'est pas en allant sur Welcome to the Jungle et sur LinkedIn que tu vas trouver. Enfin, si justement sur LinkedIn tu peux si tu as le réseau associé, etc. Et que tu as des bons contacts. Mais voilà, sinon forcément ça peut être un peu délicat de trouver la bonne association. Et surtout, voilà, forcément il y a les gestions de contrats, tout ça. Donc ouais, comment tu mets ça en place et comment voilà, t'as eu entre guillemets l'idée de faire ça, qu'est-ce qui t'a motivé à ça? Bah, l'idée, elle vient pas de moi. L'idée, elle vient de Chris. J'ai vu un de ses posts, comme quoi il faisait de l'apport d'affaires, ça m'a intéressé. J'ai pris sa formation. J'ai pas hésité, oui, cette année, j'ai pas hésité à faire Chris, beaucoup de Chris formations. comment pardon? Chris Choly. Joli. Ouais, ok, je crois que Ouais. j'ai déjà vu passer pas mal sur LinkedIn. Ouais, il est plutôt connu. Je crois qu'il a bientôt 60 000 abonnés. Très Ok. connu. Et j'ai vu sa formation. Je l'ai prise direct. Je me suis formé. Euh, et en fait, il apprend tous les concepts d'apport d'affaires. Lui, il fait ça depuis plus de 4 ans. Je crois maintenant bientôt 5 ans. Et justement, il y a tout un workflow. Tu as juste à suivre sa formation. Et donc, j'ai fait ça. L'idée, c'est de prospecter à peu près une demi-heure, 1 heure par jour. Donc, c'est en plus du temps de ta mission où tu vas chercher des missions. Ensuite, mettre en lien le bon freelance. Voilà, il y a tout ce que tu apprends dans la formation. Et des fois, tu essayes de faire des connexions. Certaines ne fonctionnent pas. Et puis parfois, tu as la bonne surprise. Tu reçois un message. Hello Nicolas, tiens, c'est bon, je commence avec la boîte. Et l'idée, c'est qu'en fait, à la fin, tous les fins de mois, tu vas recevoir une commission. En fait, tu vas recevoir une commission. Moi, je prends entre 5 à 10% Ouais. par rapport d'affaires. L'objectif que je me suis donné, c'est de faire un apport d'affaires par mois validé. Donc, j'ai pris la formation fin février, j'ai commencé en mars et là, on est en juillet. Pour le moment, j'en ai 4 en cours. Ah oui, J'ai non, pas c'est encore. très bien. Ouais, j'en ai 4 Ah, qui tournent tout le temps. Il me manque celui de juillet. Pour le moment, j'ai mars, avril, mai, juin. Tu vois, je t'ai dit, c'est mon objectif perso, c'est d'en valider un par mois. bon, ça va, t'as Euh, encore la moitié du mois. On est le 15 ouais, là. c'est ça, on T'as est le t'as encore 15. de quoi faire, mais non, je pense que ça peut le faire. Et clairement, pour le coup, Ouais, c'est, ouais, tu dis, le modèle est ultra sympa parce que tu le fais une fois, alors par mois en plus, si t'arrives à décupler, etc., c'est trop bien. Mais même si t'as une seule personne, si elle est en mission longue et ce que t'espères évidemment, bah, t'as une commission régulière qui tombe tous les mois. C'est quand même exactement. sacrément de jackpot, ouais, pour le coup. C'est ça. Là, si on parle de chiffres, pour donner une idée, moi j'ai 4 rapports d'affaires. Avec les 4, ça me rapporte 2 350 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais, trop bien. Ce qui est quand même sympa. Ah bah Euh, oui, c'est très très bien parce que sachant enfin, que, typiquement le salaire de dev en CDI au démarrage quoi, ouais, en junior ou oui, quoi que ce ouais, soit, on ouais, a c'est de la ça. référence. C'est que tu commences à vraiment, en fait, tu génères d'autres sources de revenus et en plus, c'est quasiment en automatique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la mise en relation, si elle fonctionne, si c'est OK côté freelance, c'est OK côté entreprise, vraiment, c'est tous les mois, tu vas recevoir une facture. Donc moi, j'en ai sur des missions de 3 mois, sur des missions de 6 mois. Là, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour une mission de 9 mois ou 1 an. Parce Bien que tu te sûr. dis, putain, c'est cool, pendant tous les mois, pendant 1 an, je reçois 500, 1000 € de commission. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et ça va, c'est pas trop chronophage, on va dire, de trouver la personne associée. Enfin alors, d'une part, comment tu trouves la mission en question? Est-ce qu'elle te tombe dessus parce que pas mal de gens savent maintenant que tu fais de l'apport d'affaires, ou est-ce que tu vas la chercher enfin, d'une manière ou Ouais. d'une autre? Et après, comment tu trouves la personne associée justement sans prendre des heures et des heures à scroller LinkedIn? Il y a plusieurs choses. Pour trouver la mission, déjà, ça va être optimiser ton profil sur LinkedIn, sur Malte, sur les plateformes.
euh, plein de techniques vraiment pour optimiser ton profil Malte, ton profil LinkedIn. Euh, Limite, je sais que toi tu fais du coaching pour C'est optimiser les fou, ça. profils Malte. Imagine Je, s'il y avait des vidéos YouTube qui parlaient d'optimisation de profil Malte. Ce Ça serait dingue. serait incroyable. Je, je peux que recommander. Abonnez-vous, Donc, abonnez-vous, bien sûr. la petite passe D. C'est Et ça. non, c'est exactement ça. Donc, ça va être optimiser tes profils. L'idée, c'est en fait d'être un aimant à mission, c'est d'attirer. Il y en a qui ont des super profils, mais qui ne le mettent pas en avant. Là, encore une fois, c'est du marketing. C'est que tu as de la valeur. Maintenant, il faut la montrer, il faut mettre le packaging autour. Et donc, ça va être optimiser ton profil LinkedIn, Malte et les autres plateformes. Euh, Ensuite, ça va être faire de la recherche de prospection, contacter des personnes, prospecter, rechercher des missions. Moi, je prends entre une demi-heure et 1 heure par jour, tous les jours, Ok. parfois même le week-end. Euh, du, du coup, des fois, je bosse beaucoup, des fois, je bosse entre 35 heures et 60 quand j'ai des grosses semaines. Et Ah parce oui, que quand j'aime bien même. bosser. Oui. Il y a pas mal de business en cours, mais il y a surtout pas mal d'heures aussi forcément associées, quoi. Ouais, Oui, tu peux pas ménager je, tes efforts, ouais. je suis un bon bosseur. Ouais. D'accord. Avec des périodes où tu bosses beaucoup et des périodes où tu bosses moins. Mais donc, ça va être vraiment la prospection, l'optimisation. Euh, et après, développer son réseau, activer son réseau, et voilà, et faire de la mise en relation. C'est beaucoup de Ouais, boulot. Après, voilà, je reste en surface, je donne pas les techniques et tout, parce que tout ça, c'est via la formation de Chris. ouais, bien sûr. Voilà. Donc, moi, Évidemment. ouais, On lui fait un petit coucou, évidemment, s'il passe par là. Tu auras ouais, l'occasion de dire que tu nous as fait un petit brief, clairement. Non, mais effectivement, trop bien. Bah, c'est sûr que le modèle est ultra attrayant, hein, ça, y a pas photo. Et comme tu dis, en fait, ouais, vu que tu es toi-même développeur bah, senior maintenant, enfin très expérimenté, tu as des demandes sur ta niche, et donc en fait, tu sauras assez vite toi-même repérer les gens qui correspondent à tel ou tel besoin. Donc c'est vrai que tu gagnes pas mal de temps rien que là-dessus, parce qu'en fait, ouais, tu as toi-même les demandes qui tombent. C'est pas comme justement une société de conseil qui doit vraiment faire à la fois la recherche de mission et à la fois la recherche de profil. Toi, tu as plus ou moins déjà la recherche de mission qui est simplifiée, on va dire. Là-dessus, c'est ça. Et même pour trouver le bon profil, c'est que, enfin, tu es toi-même ouais, profil tech, donc bien sûr. quand tu échanges avec un tech, ça va être très simple. Tu lui demandes de partager son écran, qui te montre le projet sur lequel il a bossé. Tu lui poses quelques questions techniques et en une demi-heure, tu sais si la personne elle correspond à la mission ou pas, si elle est forte, si elle est compétente. Ouais, C'est, je pense que c'est le gros avantage que tu as par rapport à un recruteur ouais, qui lui a pas effectivement. tout le langage, tout le bagage technique. Ok, bah écoute, trop bien. Bah écoute, voilà. On attend fin juillet le petit post LinkedIn qui dit que tu as trouvé un nouvel apport d'affaires. En tout cas, voilà, c'est une très J'espère. bonne démarche. Et justement, vu qu'on parlait des agences, ah non, pardon, excuse-moi, je pense à autre chose que tu viens d'évoquer, le côté Ouais. justement LinkedIn, Malte, etc. Toi, en général, comment tu trouves tes missions? Parce que tu restes quand même freelance à côté, il faut pas l'oublier. Ouais. Comment tu trouves tes missions? Est-ce que c'est justement via LinkedIn parce que maintenant tu as un top profil et que honnêtement c'est assez facile? Ou est-ce que quand même tu continues à faire de la prospection, tu as des petites choses autour pour t'aider à trouver ces missions-là, à titre perso, hein, bien sûr. Oui. Pour mes missions, pour moi, déjà, je continue à prospecter, mais tout le temps. Il faut prospecter tout le temps, tous les jours, week-end compris, vacances compris. Il ne faut jamais s'arrêter de prospecter. C'est, tu commences le 1er janvier et tu termines le 31 décembre et tu recommences chaque année. Il faut jamais s'arrêter, même quand tu es en mission. C'est vraiment, il faut toujours, ça te permet de dire, bah tiens, la mission termine dans un mois, mais j'ai déjà trouvé quelque chose, je sais que je peux enchaîner. Je sais pas, de trou dans la raquette où je vais avoir plusieurs mois sans revenu, je vais être stressé, donc il faut toujours prospecter en continu. C'est Ouais, hyper carrément. important. Quand on est freelance, c'est hyper important. Euh, donc je continue à le faire. Je fais de la prospection beaucoup sur LinkedIn, un petit peu de réseau, d'anciens collègues, d'anciens recruteurs, d'anciens CTO. Oui, j'hésite pas à les recontacter et je vous conseille de le faire si vous êtes freelance ou si vous voulez devenir freelance. Activez votre réseau, continuez à prospecter tous les jours et après, oui, mettre à jour sur Malte, des dispos sur Malte, sur LinkedIn. J'essaye de même de remettre à jour, d'optimiser mon profil tous les 3 4 mois, de refaire une petite passe dessus. Et puis j'arrive à avoir plusieurs propositions de mission par mois. Là, on est en juillet. J'ai eu 2 propositions de mission, une sur LinkedIn via mon réseau, une sur Malte. Et pour te donner une idée, le mois d'avant, pardon, j'allais dire l'année dernière, le mois passé en juin, j'ai eu 5 propositions de mission. Ok. Euh, tout
canaux confondus. Mon Ouais, réseau, LinkedIn, Malte. ouais, et forcément, ouais, le fait que tu sois très actif sur LinkedIn, etc., bah, évidemment que ça te met en avant. Donc, dans tous les cas, t'as tout intérêt Ouais. à le faire. Ça, y a clairement pas de point négatif, je pense. Donc, ouais, c'est un Mm. bon message de motivation pour ceux qui hésitent encore. Ouais. Et donc, pour revenir un petit peu à ma question, parce qu'on était parti un peu sur les agences tout à l'heure, ça, c'est un de tes autres projets d'ailleurs, c'est de monter Ouais. un peu justement ton agence là-dessus. Bah pareil, j'ai même pas envie de te poser de questions, j'ai envie que tu nous racontes du coup d'où t'es venu, quel est l'intérêt derrière et où est-ce que tu veux aller avec tout ça, ouais. Ouais. Mais ben, ça, c'était le projet du mois de juin. Si je dis pas de bêtises, comme je te dis, j'essaie de lancer un business tous les mois. Le projet de mois de juin, donc c'était en fait, j'ai vu Ramzi B sur LinkedIn, Ouais, je pour ceux connais qui aussi. veulent Ouais. aller voir, qui est très très cool, on lui passe le bonjour. Et j'ai vu que lui, il avait ce business model d'agence, on avait déjà échangé un peu sur LinkedIn, et ça m'intéressait. Et donc, ouais, j'ai pris sa formation aussi. Moi, tu l'auras remarqué, j'hésite pas à prendre plusieurs Ouais, formations, à c'est ce que investir j'allais dire. sur moi-même. Je crois que cette année, j'en ai pris d'autres. J'en ai une sur la sécurité, sur la cybersécurité que j'ai acheté la semaine dernière. Ok. J'en prends beaucoup parce que elles m'ont toutes rapporté de l'argent en fait. C'est un investissement sur soi, en compétences, en technique, en business, même en marketing, enfin tout. Il faut pas hésiter quand on est freelance à allouer une partie de ses revenus à la formation. Vraiment, chaque fois, moi, ça m'a rapporté. Ouais, ça Voilà, c'est super petite, intéressant, j'avoue. Non, mais ouais, pour le coup, t'ouvres une parenthèse, je fonce dedans parce que je pense que c'est ouais, vraiment un sujet où les gens, effectivement, ont encore peur, hein, bien sûr, d'investir sur Internet notamment, où du coup, tu sais pas trop ce que tu vas avoir comme retour sur investissement, etc. mm, J'avoue que même moi, honnêtement, enfin, j'ai acheté quelques petites formations par-ci par-là, mais pas non plus sur des montants délirants. Mais en fait, ouais, ouais, bien sûr, s'il y a quelqu'un que tu suis, que tu sais qui a justement eu, on va dire, cette augmentation grâce à la formation, ou en tout cas, enfin, je saurais pas comment l'expliquer, mais si en gros c'est un peu ton objectif d'arriver au statut de cette personne-là, bah évidemment il faut il faut bien sûr s'en inspirer et aller utiliser tous les moyens qui sont bons pour le faire. Donc non, bien sûr, je pense que les formations c'est un très bon moyen. Évidemment, il y en a qui sont très chers, etc. Donc en fonction des budgets, ça peut être un peu bloquant et tout. Mais ouais. si ça te débloque, comme tu dis, si c'est rentable instantanément dans les semaines ou mois après l'avoir acheté, je pense que c'est quand même un très bon investissement. C'est ça. Je te donne un exemple. Moi, on est en juillet là, juillet 2024. Depuis le début de l'année, j'ai dépensé 2500 euros dans des formations. Ouais. J'ai pris la formation de Chris qui est à 1000 euros actuellement. Peut-être que quand les gens regarderont la vidéo, ça aura évolué. Qui est à 1000 euros. Le calcul est simple. Si j'arrivais à faire un apport d'affaires, je gagnais entre 500 et 1000 euros tous les mois. Donc, dès que j'en fais un, c'est remboursé. J'ai fait la formation de Chris pardon, pas de Chris, de Ramsey à 500 euros. Je me suis fait pareil, j'ai calculé simplement. Je sais, bah, si je signe un client avec sa formation d'agence web, c'est remboursé. Pareil pour la formation en cybersécurité. Tu te dis en combien de temps tu la rembourses? Moi, en un mois, je les ai toutes remboursées à chaque fois et ça m'a même fait des plus-values. Voilà. Ouais, carrément. Euh, Et donc, ça t'a motivé à te lancer en agence, du coup, ouais. ouais, exactement. Pour revenir à l'agence. Carrément. Donc c'est ça. J'ai pris un collègue Ramsey qui m'explique tout ce qu'il fait, c'est qui m'envoie tous ses documents, c'est surtout la partie call. En fait, la prospection par call, donc appel à froid, avec ses scripts, comment faire, vraiment tout le système d'agence. Et vraiment, ce qui était intéressant là-dedans, c'était que je pouvais y passer peu de temps et monter une petite agence et générer un peu de chiffre d'affaires. En 3 semaines, j'ai fait 3600, bah, du coup en un mois maintenant, parce que j'ai pas fait plus prospecter. J'ai fait 3600 là pour mon premier mois avec l'agence web. Ok. L'agence qui s'appelle webgen.studio, que j'ai monté il y a un mois. Euh, de quoi 3006, pour moi on a signé 3 clients. Et quand Donc tu dis l'idée, on, justement, quand tu dis on, c'est ouais, c'est qui? Parce que tu imagines que si tu dis que t'es une agence, alors peut-être que t'es tout seul, mais il y a peut-être ouais. justement des gens qui t'encadrent ou avec qui tu travailles. Alors pour le moment, il y a moi, il y a un stagiaire qui est là pour 4 mois. Il y a un dev freelance qui va me rejoindre pour le mois d'août, un peu en renfort, qui va bosser aussi. Et début octobre, j'ai un copain commercial qui va venir bosser 1 heure par jour et en fait qui va me remplacer sur la partie prospection. C'est-à-dire Ah, que moi trop bien. j'essaye de prendre en gros le format, comment ça se passe pour l'agence web.
c'est que moi, j'y passe que une demi-heure, 1 heure par jour, où je fais du cold call. Je vais appeler ma cible de clients et je vais essayer de leur proposer justement des sites web, leur proposer mon service. Donc, c'est des sites web, des sites vitrines, des landing pages, quelque chose de très simple. Moi, que je facture entre 1000 et 2000 euros. Euh, et moi, je m'occupe juste de la partie prospection. Ensuite, la partie développement web, soit c'est du coup le stagiaire qui est avec moi là dans la boîte qui le fait, soit c'est je le délègue à un développeur freelance. Voilà. Ok, trop bien. Oui, donc Donc l'idée effectivement, c'est c'est pas très chronophage. Bon, après, même vu exactement. que toi, tu cumules quand même pas mal de choses, mais une demi-heure, 1 heure sur chaque projet, à force, forcément, ça fait 24 heures, donc t'es un peu bloqué. Ouais, Et ouais, maintenant, oui, bien sûr, évidemment, tu essaies de déléguer au maximum. Et c'est ça. franchement, oui, tout bénef, parce que, enfin, surtout si tu arrives à dégager un chiffre d'affaires sympa, qui permet évidemment de payer le stagiaire, le freelance et toi en partie, Ouais. tout bien, ouais. Après, tu grossiras, donc dans tous les cas, même si t'es, je pense, pas ultra rentable maintenant, enfin, je connais pas si tu veux parler de marge ou autre, mais bien Si sûr, si ouais, bah, tu sans problème. ouais. Je suis à 70% de marge. Ouais. Enfin, Donc ça va, j'ai 30% de frais. Le stage est gratuit parce que c'est payé par la région de Lyon. ah, trop Stagiaire bien. à Lyon. Voilà. Euh, Faut aller prendre ah, des stagiaires à Lyon, alors c'est ça la strat. donc pour le coup, il n'y a aucun frais. Euh, Et ensuite, la partie prospection, c'est moi qui l'a fait. Sauf que j'aime bien parce que ça me développe une nouvelle compétence. Moi, j'étais assez timide, j'osais pas. Le premier call, j'ai mis 20 minutes avant de décrocher le téléphone et réussir à lire mon speech. Bonjour, Nicolas, je suis directeur de l'agence WebGen. Je vois, tu, même pas, c'est Monsieur Dio d'ailleurs. Je C'était pas dis le voilà, directeur, carrément. mais oui, parce que tu te présentes en tant qu'agence, tu présentes ton agence, tu présentes qui y a dans la boîte, et t'as ton speech, t'as ton script. Voilà, l'idée c'est de faire du call call, donc c'est stressant, mais j'apprends une nouvelle compétence. Moi de base je suis développeur, et j'apprends la vente, j'apprends tout ça, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas non plus ce que je préfère, c'est pour ça qu'en octobre j'ai dit que j'allais le déléguer et qu'il y a un commercial qui va venir bosser 1 heure par mois, euh, que moi je vais payer du coup, pour Ouais. déléguer cette partie-là. Et l'idée c'est que l'agence tourne presque en automatique, le commercial fait les calls, et ensuite qu'il y ait des devs freelance qui font les sites, et que moi je supervisionne de loin en faisant 1 ou 2 calls par semaine pour regarder un peu tout ça, mais de haut, quoi. Ouais, bah, Enfin, trop avec bien. du recul. Et vraiment de déléguer et dissocier de cette activité tout en la laissant tourner. Ok, trop bien. En plus, surtout si t'as un commercial qui, du coup, bah, en fait, bien sûr, son métier, il sera peut-être Ouais, un peu plus performant que toi en plus, sans vouloir complète, délivrer, bien sûr, mais, complètement. Mais mais j'ai bien sûr, fait c'est dix quand même mille plus erreurs au intéressant. début. Complètement. Tu fais plein d'erreurs au début, tu bégayes, t'es stressé. Oui, c'est normal, mais il faut essayer. Et genre, moi, mon optique, c'est tu essayes, tu rates, tu recommences. Dans tous les cas, tu apprends. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est une expérience, c'est un apprentissage. C'est soit tu réussis, soit tu apprends. Il y a pas d'échec, ça n'existe pas. Tu apprends, tu accumules de l'expérience. Donc, Ouais. oui, oui, ben, j'avais la goutte d'eau. J'ai eu 20 minutes à faire en premier call. Je stressais, mais 1 mois après, j'ai 3600 de chiffre d'affaires sur l'agence et j'y passe 1 heure par jour. Donc, il y a des choses qui tournent. Il faut se lancer, il faut essayer. Il faut rater, il faut recommencer. Ah non, bien sûr, évidemment, ça partait d'une vanne, mais bien sûr Non, que non, ça vaut le coup. C'est, même toi en non, mais perso, non, bien t'as sûr. raison. C'est T'as que fait tu raison. C'était t'entraînes. plus pour motiver que Ouais, je ouais, disais ça, carrément, pour carrément. motiver les autres devs. Et ouais, bien sûr, autant déléguer à quelqu'un qui est plus compétent, à un commercial, c'est son métier, il sera 100 fois plus compétent que moi. T'as Ouais, c'est tout à ça. fait raison. Toi, t'as Ouais, fait ton petit entraînement, hop, tu vois que ça marche, c'est ça, ouais, qui est encore plus satisfaisant. Et tu te dis, bah, ouais, si je mets quelqu'un de meilleur que moi, alors oui, ça te fera des petits frais en plus, mais bon, j'imagine les dupliquer. C'est comme l'histoire des formations. C'est que, ok, tu mets un petit investissement de base, mais en fait, si tu fais x3 dans le mois, bah, forcément, c'est jackpot. c'est Et ça. là, ouais, c'est du bénéf. Et tu peux regarder ça, effectivement, comme tu dis, de haut. Donc, Mm, t'en décrocher un peu, donc ça te prend beaucoup moins de temps. Ça te fait un truc un peu, je vais pas dire passif, parce que forcément, faut toujours que tu aies un œil dessus. Il faut quand même que ouais, tu manages un minimum, j'imagine aussi. Donc, il y a peut-être un peu des risques, voilà. Enfin, toujours faire attention. Mais c'est oui, ça. d'ailleurs, ça fait pas peur, entre guillemets, ce côté management. Enfin, c'est quelque chose que tu as envie de développer. C'est nouveau. C'est tout nouveau. Bah déjà, tu vois, par exemple, je fais un call tous les matins d'une demi-heure avec mon stagiaire. Je Ouais. lui donne des tâches, il me montre où il en est. J'essaie de l'aider aussi, parce que c'est quand même le but du stage. S'il bloque sur quelque chose et tout. Donc, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. On s'en rend pas compte. Là, pour le moment, il y a que stagiaire. À la fin du mois, du coup, il y a un dev freelance qui arrive. En fin octobre, il y a le commercial. Euh,
Ça prend du temps, en fait. En amont, il faut préparer les choses. Il faut écrire les process pour qu'ils puissent être répliqués. En fait, tu as beaucoup de choses à préparer en amont. Écrire les process pour que tu puisses les donner à des freelances, personnes à qui tu vas déléguer. Donc, c'est du boulot. Puis c'est un petit peu de boulot de suivi aussi tous les jours. C'est un peu chronophage, je pense, sur le long terme. Donc, mais c'est quelque chose que je découvre aussi, hein. J'ai jamais managé quelqu'un avant. Ouais, C'est de l'apprentissage. Ouais. bien sûr. Bah, c'est ça qui est trop bien. Enfin, en même temps, j'ai vraiment envie de te suivre là-dessus parce que, alors peut-être pas dans le côté agence, parce que voilà, je sais pas si moi j'aurais envie de manager typiquement, mais Ouais. vraiment le côté plein d'itérations, de tester plein de choses différentes, plein de business et tout. Là, j'avoue que pour le coup, moi, ça m'a bien motivé. Bon, faudrait déjà que je commence par un, et typiquement là, le fait d'avoir la chaîne YouTube, etc. J'ai envie que ça me pousse à faire d'autres choses à côté. LinkedIn, pareil. Enfin, c'est censé m'amener normalement dans une direction un peu plus axée business, parce que pour l'instant, voilà, je suis vraiment en création d'audience pure, en voilà, création de contenu, mais sans avoir d'idées fixes derrière. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il faut que ça me booste un peu là-dessus. Donc très bien d'avoir échangé sur tout ça, je pense. Euh, J'aurais des petites questions que j'avais encore en stock. Ça fait déjà 50 minutes, donc déjà c'est très cool d'avoir pris ce temps-là. Je vois justement, bah, vu qu'on a parlé pas mal de revenus passifs, etc., enfin plutôt automatiques, Mm. est-ce que toi tu investis tout simplement, enfin soit à titre perso, soit avec ta société ou autre, est-ce que tu as quand même des investissements à côté ou c'est vraiment tout misé sur le business? Comment tu vois un peu ça? Ouais, carrément, j'ai des investissements un petit peu. Pour le moment, que à titre perso. Du coup, j'ai créé j'ai deux structures. J'ai une micro-entreprise, enfin l'auto-entreprise pour mes missions où je suis un prestataire service, et j'ai une SASU pour l'agence web. Du coup, j'ai créé il y a un peu plus d'un mois la SASU. Donc, j'ai pas encore eu le temps d'investir via la société, mais je vais le faire à terme Ouais. euh, pour les avantages fiscaux qu'on connaît quand on a des sociétés. Euh, donc, pour le moment, j'ai plus investi à titre perso. J'ai fait un peu d'immobilier, mais j'ai merdé, mais on apprend. Et je suis en train de revendre un appart que j'ai acheté. Et l'idée, c'est de le revendre puis repartir sur d'autres choses que j'aurais mieux choisi. J'ai fait un peu de bourse. Je fais de la bourse depuis plus de 2 ans. C'est pas trop mal. Un peu de stock picking, beaucoup d'ETF, bien diversifié. Je suis à peu près à 22-23% de rentabilité là sur 2 ans. Donc c'est pas trop mal. Bon après c'était les bonnes années donc c'est assez simple, hein. Je pense que même quelqu'un qui met all-in sur un ETF S&P 500 il fait même Mm. mieux. Moi C'est c'est ça. quand même assez diversifié, mais pour moi je suis content. C'est quelque chose qui marche bien, qui rapporte un peu de sous, c'est cool. Et après un tout petit peu de crypto, vraiment que sur Bitcoin, Ethereum. Voilà, je vais 50-50 sur l'un et l'autre. Voilà, à petite échelle. Bah écoute, je me reconnais pas mal effectivement. Alors moi j'ai déjà sauté le pas effectivement de perso à pro parce que effectivement comme tu dis, dès que tu passes en société, c'est plus rentable d'investir en société. Donc je le Ouais, fais par ce biais-là justement, ouais, comme tu dis sur les trackers, des ETF World. C'est pour ceux qui connaissent pas des trackers très généraux qui touchent soit bah, typiquement le CAC 40, c'est pour la France. T'as des choses pareilles équivalentes sur l'Europe, sur les US ou sur le monde carrément. Donc évidemment, tant que le monde va bien, ça monte tranquillement sur l'année. En tout cas, voilà. Ce que l'historique dit, c'est que ça monte en général de 8 à 10% par an. Donc forcément, voilà, c'est quand même beaucoup mieux qu'un livret A ou quelconque investissement safe, on va dire, mis par, c'est par ça. les banques en valeur en général. Évidemment, ouais, ça pour le coup, je pense que pareil, j'en ferai des petites vidéos dédiées, mais je pense que l'investissement, c'est quand même toujours quelque chose d'important dans la vie des entrepreneurs, des indépendants, etc. C'est en Ouais. tout cas pas la priorité ultime parce que forcément, voilà, si tu fais que investir, ça va être dur de te créer un vrai capital. Mais une fois que tu commences à accumuler un peu, c'est bien de diversifier et d'avoir d'autres choses à côté. Ouais. Ouais, exactement. Tu l'as dit, c'est ça. L'idée, c'est de générer du cash. Et quand tu commences à avoir pas mal de cash qui rentre tous les mois, l'idée, c'est vraiment d'en investir une partie. Il faut toujours vivre en dessous de ses moyens. Essayer d'investir même la majeure partie tout en ayant de quoi se faire un petit peu plaisir. Mais ouais, après, investir justement dans différentes sources d'actifs pour se générer d'autres sources de revenus. Et peut-être même à terme, arrêter de travailler plus tôt parce que tu peux vivre de tes investissements, de tes rentes. Ouais, carrément, effectivement, bien sûr, voilà. Ne pas investir ce qu'on n'est pas prêt à perdre, ça c'est toujours le Oui, classique. Mais et même moi, oui, pour le coup, ce que je mets en investissement, je pense ne pas y toucher effectivement jusqu'à la retraite ou quoi que ce soit. Donc c'est mm, ouais, bien sûr des gens que je mets de côté, que je compte pas réutiliser plus que ça. Bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait un très bon tour de nos petits sujets. J'aime bien cette petite question pour finir.
qu'est-ce que tu dirais du coup à des gens qui hésitent à se lancer en freelance ou à lancer des business ou quoi que ce soit? Comment tu pourrais les motiver un petit peu, bien sûr? Il y a, il y a aucune raison de pas se lancer. Il faut se lancer en freelance, bien sûr. T'as que des avantages. Enfin, t'as que des avantages. J'ai beau être objectif, enfin, j'essaie d'être objectif. Je ne vois pas d'avantage à rester en CDI pour le même boulot. Tu vas gagner deux fois et demi plus pour le même boulot. Euh, Tu peux prendre plus de vacances, tu as plus de liberté, tu es mieux considéré, tu peux avoir plus de remote parce que les politiques remote sont souvent plus strictes pour les salariés et plus ouvertes pour les freelances. Vraiment, tu que des avantages à être freelance. Et ceux qui me disent la comptabilité, ça prend du temps, non. Tu délègues, tu as Super Indep et tu as Shine. Les deux te coûtent même pas 30 euros par mois et ta comptabilité se réduit à 10 minutes par mois. C'est-à-dire envoyer ta facture au client et empocher les 10K ou plus si tu as un meilleur TJM, hein. Donc, Totalement. la question Merci, de la... merci de dire ça parce que bah, je me suis bon, je vais pas embrouillé, je vais dire, mais j'en discutais sur LinkedIn en commentaire, etc. Ouais, on me disait justement quand je disais qu'il y avait que les avantages, on me répondait ouais, mais regarde la compta, les machins. Enfin, mais non, vraiment, c'est 10 minutes par mois, ça ne compte pas. Enfin, en fait, tu sais déjà que ces gens qui disent ça, c'est forcément pas des freelances parce qu'ils ont pas vécu Exactement, tout cet aspect compta parce que franchement, c'est rien du tout. En auto-entrepreneur, c'est que dalle. Et même quand tu passes en société, du coup, c'est ton comptable qui le fait. Donc exactement. franchement, c'est dur de trouver plus compliqué que ça. Enfin, plus facile, pardon. Voilà, si Ouais, je commence. Non, c'est effectivement voilà, plus facile que limite un salarié où tu dois faire toi-même certaines fiches d'impôts, quoi que ce soit. Et ouais. même pas, voilà. Je sais pas, je ne connais pas tout ça, mais en tout cas, c'est très simplifié. Et comme tu dis, il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc moi, je trouve également, tu prêches un convaincu, hein, mais oula, ça se dit ça, tu prêches un convaincu? Je suis pas Oui, sûr de l'expression. Ouais. ouais, si, je Euh, crois. Si. Ouais, non, mais j'ai un petit doute. Mais en tout cas, voilà. Évidemment, dès qu'on en discute en tant que freelance, ça paraît évident, mais c'est marrant de voir que c'est pas encore totalement, voilà, je sais pas, démocratisé, ou en tout cas, les gens ont encore un peu peur de tout ça. Ouais, il y a beaucoup de peur. Je pense que c'est un mélange de peur et d'ignorance. Je pense que la vraie question, ça va être... je pense que la seule peur qui est peut-être justifiable, ça va être de trouver une mission en freelance. Parce que oui, là, t'es pas une fois que quand t'es salarié, l'argent tombe tous les mois, peu importe ce que tu fais. Oui, en freelance, il faut que tu trouves tes missions. Mais là, encore une fois, il suffit il y a plusieurs types. Tu trouves ta mission en amont avant de quitter ton CDI. Tu peux négocier ta rupture de contrat ton préavis pour qu'il dure que un mois, t'enchaînes la mission dans un mois. Tu te mets, quand tu es en CDI, tu te prépares un matelas de sécurité. Tu te fais une trésor de sécurité de 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles avant de te lancer en freelance pour gérer les temps de recherche ou les temps d'intermission. Tu vois, tu as des tips, il suffit de se former, se préparer, apprendre à prospecter, limite, oui, payer un coaching, une formation, lire des livres sur la prospection, sur comment trouver des clients. En fait, faut juste, c'est la préparation en amont et après, tout roule, quoi. Vraiment, il n'y a que des avantages à être freelance. Trop bien. Bah, j'aime beaucoup ce petit résumé. C'est vraiment ouais, tout ce que je pense, mais tu l'as encore mieux dit, effectivement. Bah, écoute, trop cool. Où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, si on veut te retrouver, te suivre, bah, LinkedIn, évidemment, mais Ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver d'autre? Non, bah écoute, j'ai que LinkedIn. J'ai aucun autre réseau social. Même à titre, enfin perso, j'ai rien d'autre à part LinkedIn. Donc, Ok. mais sur LinkedIn, ouais. Ok, et du coup, bah, évidemment, je mettrai ouais, les petits liens de à la fois Mobile Challenge pour Ouais, ton petit SaaS et quelconque lien que tu voudrais mettre en avant, bien sûr, en description. Mais écoute, ouais, ça c'était marche. vraiment trop cool. Merci pour ce petit échange. On va arriver presque à 1 heure. Donc, écoute, ça aurait été bien complet, je pense. Mais ouais, merci à toi et on se retrouve, bah, je pense, très vite parce on va rester en contact sur tout ça. Il faut que tu me motives niveau business, ouais. Bah carrément, bah puis toi aussi t'as beaucoup de choses à m'apprendre, hein. Sur YouTube, sur les réseaux, t'as aussi beaucoup à m'apprendre, hein. Mais avec grand plaisir. C'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Bah, trop cool, écoute. Et bah, évidemment, pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like, hein, bien sûr, pour voir toutes les prochaines vidéos et pour me soutenir. Et on se retrouve bah, dès la semaine prochaine. Allez, salut! Salut!